la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Dans le monde du 7e art, on a souvent l'image d'une industrie dominée par les hommes. Mais ici, au Manitoba, le cinéma n'est pas qu'une affaire masculine. Devant comme derrière la caméra, des visionnaires aux techniciennes, les femmes occupent une place essentielle dans la création cinématographique. Je suis Axel Houlet et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'expérience féminine au sein du cinéma francophone manitobain. Quelle est la place des femmes dans cette industrie, encore marquée par de nombreux défis, mais aussi riche en nouvelles voies et en perspectives uniques? Pour nous en dire plus sur ce sujet, je me suis entretenue avec Danielle Sturck, une cinéaste franco-manitobaine. Sa filmographie comprend des fictions, des documentaires, des films d'animation et des séries dramatiques. Ces films ont été largement diffusés dans les festivals et sur la plupart des grandes chaînes canadiennes. Parmi ses œuvres récentes et plus renommées, citons le documentaire El Toro, sorti en 2018, qu'elle a adapté en une série dramatique en 6 épisodes pour Radio-Canada. Bonjour Danielle. Bonjour. Bienvenue sur Baladar. Honnêtement, c'est un plaisir de t'avoir sur l'émission et de pouvoir discuter un peu de ton parcours, de ta perspective. Madame Danielle Sturck est une figure que j'admire personnellement et qui a globalement inspiré mon propre parcours dans l'industrie du cinéma. Et très franchement, je te considère un peu comme une sorte de matriarche du cinéma franco-manitobain. Donc, alors je me suis dit, qui de mieux que toi pour parler des femmes dans l'industrie du cinéma franco-manitobain. Donc, c'est un sujet qui m'inspire en tant que femme qui entre dans l'industrie. Et donc, j'ai très hâte d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation, Axel. Absolument. Ça me fait plaisir. Absolument. Alors, sans plus tarder, parle-moi de ton travail de cinéaste et de productrice. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'industrie du cinéma? Bien, c'est ma 2e ou 3e carrière. Donc, ma première étant danseuse chorégraphe. Par la suite, en revenant au Manitoba, c'était dans la production de scène, donc la programmation culturelle, des shows de musique au Festival des Voyageurs, Indigenous Day Live, la journée autochtone, qui étaient des spectacles devant public qui étaient enregistrés à la télé. Donc, il y avait comme un crossover qui s'est fait. Mais en quittant le festival, je voulais finir mon bac. J'en avais toujours pris des cours qui m'intéressaient, en littérature, en fait. Puis c'est là où mon époux a dit, « Mais Danielle, tu parles toujours du film, pourquoi tu ne fais pas ça en film? » Je dis, « Ben oui, t'es pas niaiseux. » Et donc, j'avais 5 cours qui me restaient à terminer, puis j'avais besoin de 5 pour la majeure... pour un majeur en film, comme tu sais, parce que tu fais le même programme que j'ai fait, que j'ai terminé en 2004. Oui, alors ça, c'était le début de mon école. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une belle complicité avec la chorégraphie, la scène en tant que telle, où ce que du monde bouge devant nous, on raconte une histoire abstraite ou très précise, ça dépend, précise. Et puis, il y a de la musique, il y a l'éclairage, il y a des décors, il y a des costumes, il y a un public qui attend que nous lui racontons quelque chose. Donc, j'ai vu ça, un placement aussi. Dans la danse, on place du monde qui viennent de loin et qui approche un public. Avec le cinéma, bien, c'est la lentille qui peut aller encore plus loin, puis on peut nous rapprocher encore plus des gens. Alors ça m'intriguait beaucoup. OK. Donc, il y avait un peu un sens de familiarité avec ce que tu faisais déjà. Pendant ton parcours, du début de ta carrière jusqu'à maintenant, est-ce que tu as ressenti des obstacles liés au genre, surtout dans cette industrie qui est dominée par des hommes? Et un peu une question follow-up, est-ce qu'il y avait à l'encontre des femmes qui t'ont influencé
ou t'as un peu encouragé ou motivé dans cette industrie? Les obstacles liés au genre féminin sont dans la société at large. Donc, ils se trouvent partout. Je les ai sentis dès que j'étais petite fille. Puis on disait que les filles ne pouvaient pas faire ceci ou cela. Ce qui m'a étonnée, c'est quand mes enfants sont allés à l'école, on disait les mêmes choses, que les filles ne peuvent pas faire ceci, cela. Alors, ça, c'est un étonnement que 50 quelques années plus tard, je dis, waouh, ça continue. Donc, l'industrie du cinéma vit dans ce gros monde misogyne ou patriarcal, donc qui n'est pas différent dans ce sens-là. Ceci dit, il y a eu quand même avec les unions en cinéma, où il y a l'argent, il y a plus d'argent, ça a été vraiment très masculin dans son... C'était difficile pour les femmes de rentrer dans ce monde-là. Lorsqu'elles rentrent, je travaille avec beaucoup de femmes, comme tu as vu sur notre plateau, des faillites d'Astrid, beaucoup de femmes du côté créatif, dans les départements d'art, maquillage, costume, comme d'habitude, mais aussi derrière la caméra. À la caméra, des grips qui bougent les équipements, qui placent les équipements, les éclairages. C'était beaucoup de femmes. Et puis, en discutant avec elles, qui sont plus jeunes que moi, de 20 ans, c'est certain, elles ont dit que c'était... elles ont quitté ces lieux-là d'union parce que l'atmosphère pour les femmes n'était pas positive. Donc, je crois que ça existe encore. Moi, je ne vis pas trop dans ces gros systèmes de cinéma très, très élevé, côté financier, budget Hollywood et tout ça. Mais celles qui en ont travaillé ont trouvé que c'était toujours comme ça. Moi, personnellement, comme réalisatrice et productrice, et pas comme scénariste, pas du tout en fait, mais comme réalisatrice sur un plateau, tu gères, tu es dans une position de leadership. C'est ça. Et puis, c'est là où j'ai eu beaucoup de backlash, disons, où j'ai rencontré assez de préjugés, de difficultés, d'obstacles. De voir que la majorité, je pense, des départements étaient dirigés par des femmes, comme tu avais mentionné tantôt, dans le département des caméras, département d'art, Elena qui a réalisé, écrit, toi qui as été productrice. J'imagine que ça a dû être une expérience assez particulière pour toi aussi sur ce plan-là. Alors, est-ce que tu sens que tu travailles différemment lorsque tu es entourée d'une équipe majoritairement féminine? Est-ce que ça change un peu la dynamique, la communication ou même la façon dont les idées circulent sur un plateau? Bonne question. J'ai peut-être pas assez d'expérience vaste avec tellement de plateaux pour savoir, pour avoir comme un... Tu sais, j'en ai 5-6. J'ai eu des producteurs qui m'ont beaucoup appuyé, qui ont beaucoup cru dans ma créativité, qui ont pu questionner mes choix artistiques. Et ça, c'était vraiment une bénédiction, j'imagine. En tout cas, c'était super. Et puis, cette liberté créative-là, ou cette confiance en moi, je l'avais avec Manitou Média, avec Charles Clément, par exemple. D'autres fois, je l'avais moins. Ce que je ressentais, c'est difficile de répondre à ta question, Axel, parce qu'à la fois, étant la productrice, je suis dans une position de pouvoir, en haut de décisionnel, ouais. Oui. Alors, évidemment, c'est plus facile pour moi à ce niveau-là parce que je ne tolère pas des attitudes telles que d'habitude, si on n'est pas dans ce rôle de position de pouvoir-là, on endure des fois des gens. Ce que j'ai vu, Léna a fait un court-métrage l'automne passé, puis moi, j'étais le film mother. Je pense qu'elle m'a appelé quelque chose du genre. J'ai fait la bouffe, et puis c'était tourné à notre chalet avec 2 personnages, et puis 2 femmes, et qu'un crew féminin. Puis ils ont couché au chalet de mes parents. Donc, je me suis occupée de ce côté-là, logistique, et c'est tout. Et puis, j'ai senti, quand j'étais dans les parages, qu'il y avait, comment dirais-je, il y avait un manque de quelque chose. Puis j'essaie de voir c'est quoi. Mais j'avais plus les épaules en haut, j'avais plus à me défendre ou à sortir mes coudes. Il y avait un certain... on était plus relax. Donc, le monde travaillait, puis c'était tout. Le monde travaillait, puis ça bougeait, puis on travaillait. Est-ce que tout le monde s'aime tout le temps, meilleurs amis? Non, c'est pas comme ça. Mais il y avait un manque de edge, de compétition ou de je dois prendre ma place. Et je sais pas si ça vient des hommes sur le plateau avec lesquels j'ai travaillé ou ça vient de moi, je ne sais pas. Mais ça vient quelque part, ça existe. Et puis, je me suis aussi demandé, est-ce que c'est pourquoi les hommes aiment travailler juste seuls? Parce qu'il manque quelque chose. Peut-être entre eux aussi, ils ressentent cette liberté-là d'être. Je ne sais pas. Mais dans notre monde qui est très pas balancé côté dans les genres, puis les femmes ne sont pas dans une position de pouvoir, souvent, et la plupart du temps, je dirais que ça vient de
de cela. Quand les hommes ne sont pas là, je ne ressens pas une compétition, je ne ressens pas que j'ai besoin de prendre ma place. Je crois que la place est déjà là. OK. Mais comme je dis dans celui-ci, avec les feuillettes d'acide, c'est parce que je suis aussi en tête de la chose. Donc, il y a ça aussi. Mais je l'ai senti sur le plateau. Il y a quand même beaucoup d'hommes avec qui on travaille. Puis là, c'est les chefs de département qui choisissent avec qui elles veulent travailler. Et je pense que ça aussi, c'était toutes des très belles personnes qui étaient sur notre plateau. Oui, je suis d'accord. Et c'est intéressant que tu dises ça, que c'était vraiment quelque chose de plus... C'était pas juste travailler juste avec des femmes parce que tu t'identifies avec... tu t'identifies avec elles parce que vous êtes femme, mais c'était un peu plus... Il y avait quelque chose de plus, un peu plus profond, que tu te sentais plus ancré dans ta position et puis moins de stress, de pression. Oui. Je trouve ça assez spécial. Oui, parce que c'est un peu nouveau aussi, comme on ne le sent pas toujours, des plateaux de femmes ou dirigés par toutes sont les chefs de leur département. Oui. Je n'ai pas réalisé ça jusqu'au moment que tu le dises, mais c'est vrai, chaque chef de département était géré par une femme. Donc, je crois aussi une espèce de bonheur qu'on puisse ressentir entre nous parce qu'on sait que c'est assez rare. Oui. Et puis que ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir bien, de se sentir pas questionné. C'est ça. Tu sais, elle va l'aider, elle doit lever ce truc pesant. Ben non, c'est sa job, sinon on ne l'aurait pas embauché. Oui. Tu sais, si elle a besoin de l'aide, elle va nous demander, c'est tout, comme n'importe qui. Alors, toutes ces le minutieux là, de gens qui questionnent constamment tes décisions, questionnent si tu es capable, sont pas là. Et ça, c'est vraiment la liberté qu'on a besoin pour avancer. Ça devrait être normal. Ça devrait vraiment être normal. Oui, je suis absolument d'accord. Et ça revient un peu avec ce que tu avais dit plus tôt, que aussi ça te permet, en tant que femme, de pouvoir de t'identifier dans ce rôle, si c'est comme une position que tu veux avoir plus tard. Comme pour moi, c'était spécial d'avoir une mentor femme et de regarder dans les autres positions, de voir une réalisatrice, une écrivaine qui est femme, qui dirige ce plateau. Et puis, c'est encourageant. Ça m'a intéressée vraiment quand tu parlais de ton parcours en tant que femme qui essaie de percer dans cette industrie, en tant que mère, en tant que femme. Et est-ce que tu dirais c'était encore plus un obstacle ou bien un avantage, le fait que tu étais une femme francophone? Par le temps que j'étais dans ma trentaine, puis j'avais déjà quelques enfants, puis quand je suis retournée à l'école, à l'Université de Winnipeg, j'étais enceinte de mon troisième, puis ensuite j'en ai une autre. Alors, j'avais plus l'énergie ou la patience de demander permission de choses. Alors, par exemple, j'ai amené mon enfant, j'ai dit à mon professeur, je vais accoucher à la fin de l'année, et puis c'est 3 heures par soir, donc je vais allaiter, donc j'amène mon bébé. Oh! On va vérifier c'est quoi les politiques et tout. En tout cas, il n'y avait pas de politique. En tout cas, l'audace, oui. En tout cas, donc j'ai commencé à juste amener mes enfants avec moi où je voulais, où j'arrêtais de faire cette ligne-là. La même chose avec le langage. J'ai un père anglophone, j'ai une maman francophone. Nous vivons dans un monde anglophone, ici au Manitoba français même. Et donc, les deux sont dans mon corps et dans ma voix. On a élevé notre famille en français, par contre, nos enfants. Donc, pour moi, les histoires me sortent dans les deux langues. Mon éducation est en anglais. J'ai eu beaucoup de perfectionnement professionnel en français au Québec, parfois, mais je trouve que c'était un atout. Donc, quand on cherchait justement, c'est un timing aussi, on cherchait les femmes, puis on cherchait des francophones dans l'Ouest canadien. Ah, OK. Par exemple, Edgar était une série scriptée, la première série scriptée au Manitoba français. Et c'était une coproduction entre Manito Média et Zone 3. Et puis, il cherchait... il y avait un réalisateur, puis j'étais la deuxième. Donc, c'était ma formation vraiment sur le plateau. J'aurais pas eu cette chance-là du côté anglais. Okay. J'ai toujours pas été demandée comme réalisatrice de réaliser une série télé en anglais. J'ai pas fait d'effort non plus à y aller trop fort non plus. Mais je pense qu'on fait notre chemin à mesure. Puis des fois, je fais des projets en anglais. Je fais un documentaire en anglais présentement. Alors, ce qui vient dans la langue ou l'autre, je le prends parce que le sujet m'intéresse. Puis ma langue, elle est fluide pour moi.
est-ce qu'il y a quand même des obstacles ici au Manitoba quand on veut créer en français? Oh oui, ils sont très réels. Le changement positif existe depuis 5 ans. C'est très récent. Donc, et puis, il y a des organismes qui commencent à se rattraper, puis ils disent, oh wow, il y a de la production, OK. Entre le Manitoba et d'autres commencent à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Les stratégies, National Screen Institute, qu'est-ce qu'on peut faire? Commencent à se demander ces questions-là pour appuyer avec du mentorat, pour augmenter. En tout cas, une des choses difficiles, c'est qu'on n'a pas assez de monde. En général, on n'a pas assez de monde à l'hôpital, on n'a pas assez de monde qui parle français dans tous les domaines. C'est ça. Mais pour le cinéma, ça prend des rôles spécifiques. Il y a certains rôles spécifiques qui ont absolument besoin d'être dans la langue. Mm-hmm. Et puis, ces rôles-là, on a besoin de former du monde. Donc, il y a du mouvement. Il y a beaucoup d'opportunités si le monde veut faire une formation, mais c'est très spécifique. Par exemple, superviseur de script, c'est quelqu'un qui est là devant l'écran et qui indique quand les mots sont mal dits ou sont dits différemment, qui ne suivent pas le script, qui fait du minutage. Alors, il y a besoin de connaître la langue, c'est clair. Le ou la première assistante à la réalisation qui gère le plateau, qui dit qu'est-ce qu'on tourne prochainement, combien de temps qu'on a, cette personne-là doit comprendre vraiment l'histoire et doit pouvoir parler en français à l'équipe. Sur notre plateau, les filles Astrid, comme El Toro, comme toutes les autres, on a tellement de gens qui sont unilingues anglophones que les plateaux transforment vers l'anglais. Bien qu'on continue ils comprennent que c'est un plateau français. Mm-hmm. Et puis, ils sont humbles et puis ils veulent souvent, tu sais, ils disent « Ah, je sors mon français de 12e année ou de 10e année. » Puis, Micheline Herbé des Productions Rivard est fantastique là-dessus. Elle demande à ses 3e assistants réels qui font la claquette, qui disent... qui claque, qui dit le numéro de la scène et qui claque. Oui. Tu sais, elle les demande de le faire en français, tu sais. Elle le fait, Oui. c'est les diffuseurs, d'ailleurs, qui le voient aussi, ils voient les rushs. Et puis, il y a une espèce de fierté comme non, fais-le en français, peu importe l'accent, on a tous les accents. Et puis, on essaie d'inviter le monde de travailler en français. Mais ça, c'est définitivement un défi, on n'a pas des comédiens non plus assez de votre âge. Donc, les jeunes comédiens, on n'en a pas plein. Donc, ça, c'est définitivement un défi. Et chaque fois qu'on fait venir un comédien ou une comédienne d'ailleurs, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. En transport, tout ça, mais aussi, on n'a pas le crédit d'impôt pour leur main-d'œuvre. Donc, c'est limité. Tandis que les gens, 40 ans et plus, c'est du monde qui ont du métier, qui ont fait du théâtre, juste à cause qu'ils sont plus vieux. Ils ont plus d'expérience. Donc, on en a quelques gens de plus à choisir dans ces créneaux-là. Comment est-ce que tu vois le futur du cinéma francophone au féminin, ici, même au Manitoba? À chaque fois que quelqu'un de chez nous, anglais ou français, fait un projet comme un long-métrage ou un premier ci ou ça, je réjouis. Je trouve que, tu sais, la mer, comment qu'on dit, tous les bateaux lèvent quand on... Alors, je ressens vraiment ça comme une espèce de joie qu'il y a une continuité, puis que le monde autour de moi font pareil, puis qu'ils font des choses différentes, puis c'est excitant. Puis, vis-à-vis la francophonie, je crois qu'il y a des petites débouchés qui commencent, qui vont pouvoir aider les nouveaux créateurs et créatrices à avancer. Comme le RBC Pitch, là, c'est la première fois qu'ils ont fait ça l'an passé en français. Ça n'a pas eu lieu ce printemps, donc je ne sais pas où c'est parti, mais ça serait le fun que ça continue. Parce que ça continue en anglais. Des projets comme ça qui donnent la chance à quelqu'un, les 48 Film Festivals, c'est en anglais, mais on peut faire n'importe quoi en français. Ça, c'est l'affaire que j'aimerais dire aussi. Attendons-nous pas à ce qu'il y ait des programmes uniquement visés par les francophones. Faites vos projets en français dans le monde at large et puis foncez. Mon film étudiant a été fait en français, heureusement, parce que tellement c'est pas bon. Mais le son était tellement moche qu'il fallait que je fasse des sous-titres. Okay. Et puis ça passait parce qu'ils ont dit « Ah, les sous-titres, c'est parce que c'est en français. » Mais non, les sous-titres étaient là parce qu'on comprend absolument rien parce qu'on était sur le lac. Okay. Mais bon, oui, alors il y a des chances comme ça que je dis, foncez, faites votre pitch en anglais s'il faut, mais faites votre film en français. Oui. C'est pas ou dans la langue maternelle qu'on a, qui n'est pas le français même. Oui. Et ça, je trouve qu'on a besoin de plus de ça. Je vois du monde comme toi, Axel, Alice Tufac, Mehdi, je vois d'autres gens qui débutent peut-être des carrières, peut-être qu'ils font une fois une chose et c'est correct. Et puis, voilà, faites
Faites un si vous voulez, mais faites-en un. Mais c'est tellement un cadeau. Oui. Alors, des fois, on veut faire carrière, des fois, on veut faire un film. Puis les deux sont tellement légitimes comme en soi, comme on n'a pas besoin de choisir. Hein. Commencez, faites la chose si c'est dans votre tête et dans votre cœur, faites-le. Donc, je vous vois aller. Ce que je vois qui manque maintenant, c'est à l'écran, c'est qu'on voit que du monde blanc. Je le vois au Québec. Il y a une ou deux personnes noires, etc., ici et là, mais on est très, très blanc. Et puis, c'est pas ce que c'est. Quand on gradue de l'Ouriel dans ta classe, Axel, je veux dire, la moitié des gens n'étaient pas blanches. Oui, et puis, jusqu'à date, on a fait du El Toro, on a fait du Gabriel Roy, on a fait du Edgar, on a fait du Padré. Il y a eu des mix de gens dans ceux qui sont plus modernes, les shows plus modernes. Mais ça prend ça. Je pense que ça prend, quand tu parles de perspective, je pense que c'est là le temps que les perspectives des gens qui viennent de l'Afrique, des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont une différente perspective, qui viennent de la France, qui viennent de partout, que eux et elles racontent leurs histoires parce qu'elles sont très différentes des nôtres. Et elles vont l'être. Et puis, c'est notre histoire aussi parce qu'on vit ensemble. On est ensemble, mais on ne connaît pas ces histoires. Et j'ai vu avec l'histoire d'Alice que de faire sa bande-annonce pour un projet, il fallait qu'elle aille pour essayer comédien à Montréal parce qu'il n'y en avait pas assez ici, dans sa communauté africaine. Et puis ça, j'ai fait « wow ». Alors, il y a un certain travail à faire de convaincre ces différentes communautés que la culture de l'industrie du cinéma est un emploi ou est une expression le fun ou je sais pas quoi, que il y a un travail à faire, je connais pas la communauté pour dire c'est quoi ce travail, mais je pense que ça vaut la peine de le regarder puis d'appuyer ce travail-là pour que ça puisse se faire, que les prochaines histoires qui viennent sont pas que du Saint-Boniface blanc de l'époque, puis que ça devienne beaucoup plus moderne aujourd'hui, qui nous représente dans toute son entièreté. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Danielle. Merci beaucoup. C'était ça faisait énormément plaisir, comme d'habitude, d'échanger avec toi. Très éclairant. Merci pour ta perspective et aussi, c'est comme des mots de sagesse. Pour moi, particulièrement, mais je crois que pour plusieurs personnes aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Axel. Ce que l'on retient, c'est que les femmes sont bel et bien au cœur de cette industrie, malgré les obstacles, et qu'elles continuent à ouvrir de nouvelles voies pour les générations à venir. Je suis Axel Houlet et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode autour d'un autre univers artistique. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Axel Houlet avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Pascal Boutroy, notre mentor en cinéma, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!